On a parlé, on a un petit peu évoqué tout à l'heure la censure, le fait que les romans policiers populaires avaient en grande partie échappé aux interdictions, parce qu'il y a ce côté du crimi qui est quantité négligeable. Il y a aussi, paradoxalement, le fait que ce soit une littérature de masse fait que c'est difficile à contrôler. Mais et puis il y a cette idée, je voudrais revenir là-dessus, tu as cette formule qui est par sa nature même, avant qu'il y ait ce tournant où certains essayent de la faire se plier, mais il y a une idée assez répandue qui est que de toute façon son kitsch souillerait le national-socialisme. J'ai trouvé la formule assez... Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça vaut non seulement pour le crimi, mais aussi pour la culture de masse en général. C'est que le Troisième Reich se veut un régime populaire, populiste, mais il craint de se découvrir vulgaire. Et effectivement, il refuse de frayer avec le kitsch. Il y a une période assez intéressante au début du Troisième Reich, 33 environ, enfin même la première année, 33, 34, où il y a un petit laisser-aller. On n'a pas vraiment pris encore des lois pour la protection des symboles du parti. Résultat, c'est du tout et n'importe quoi. La culture de masse s'empare des symboles du national-socialisme. Alors il y a des bonbons à croix gammée, oui, il faudrait que je vous retrouve les photos, mais... Non, si vous voulez, une pub comme ça de Persil reprend la main tendue. Il y a beaucoup de publicités où les cols sont plus blancs, les bottes sont plus fermes parce que on est sous le Troisième Reich. Après 1934, c'est terminé, on a resserré un petit peu les vis, on a pris des lois et maintenant on ne touche plus aux symboles nazis. Et la culture de masse est censée être plus ou moins apolitique, et notamment le criminal roman, enfin le crimi est censé être plus ou moins apolitique, et ce qui permet justement quelques refuges, quelques parenthèses idéologiques, où certains auteurs peuvent être très critiques envers le régime, et tout d'un coup, en plein milieu du roman, il y a non, il ne faut pas voir ça comme une critique, c'est complètement apolitique ce que je raconte. Donc c'était aussi, ça leur permettait de jouer un petit peu avec cet engagement politique. Et si on lisait Koukov ? Ah oui, bien sûr. Tout ça pour dire que ça permet à certains auteurs de glisser des critiques. Ce côté d'être une littérature un peu en marge. Voilà, en fait. sur le côté d'être une littérature un peu en marge et un petit peu de masse, ça permettait à certains auteurs de glisser une critique contre le régime et d'être diffusée très largement. Je vais vous lire une petite nouvelle d'un type que j'aime beaucoup, qui s'appelle Adam Koukov, qui était tout à fait reconnu. Cette nouvelle a été publiée dans le BX7, qui était tiré à plus d'1 million d'exemplaires. Et Koukov, il a une petite particularité, c'est qu'il s'est tourné vers c'était quelqu'un qui était docteur en littérature, donc c'était quelqu'un de très éduqué à cette époque. Et il s'est tourné après 1933 vers le roman policier parce qu'il savait que c'était dans ce genre qu'il pouvait diffuser sa critique du régime. Il a écrit des polars jusqu'en 1942. Après, il s'est arrêté parce qu'en 1942, il s'est fait arrêter par la Gestapo, exécuté, puisqu'il était membre aussi d'un groupe de résistance en lien avec l'Union soviétique. Mais dans ses romans policiers, dans ses nouvelles, il glisse des petites piques. Donc là, je vais vous lire une nouvelle qui s'appelle « Sortie de scène », qui raconte... le narrateur, c'est un metteur en scène qui va raconter une expérience qui lui est arrivée il y a quelques temps. « L'expérience la plus poignante de ma carrière ?» dit mon ami le metteur en scène. Alors là, je n'ai pas besoin de réfléchir très longtemps, car je n'ai rien vécu de plus bouleversant, aussi bien d'un point de vue humain qu'artistique. Si bouleversant que j'en avais même oublié le danger où nous nous trouvions alors, mes collègues et moi-même, pendant ces 30 ou 40 étranges minutes. À cette époque, j'étais metteur en scène auprès d'un grand théâtre berlinois. On montait Pâques de Strindberg. Je ne sais pas si vous connaissez la pièce, c'est d'ailleurs sans grande importance. Sachez seulement qu'il y est question d'un garçon nommé Benjamin et d'une jeune fille, Éléonore.
Un rôle particulièrement difficile, et que j'avais eu l'audace de confier à une novice. De fait, je m'étais vite rendu compte que leur scène exigeait 2 fois plus de travail que les autres, et par conséquent, je décidai un jour de leur consacrer toute la seconde partie de la répétition. Je laissais partir mes autres collaborateurs un peu plus tôt. Je n'avais pas non plus besoin des machinistes pour un décor qui, d'ailleurs, n'allait pas bouger, et qui était simplement marqué pour les répétitions. Seul mon ami, collègue et excellent acteur, Braque, vint un peu contrarier mes plans. Je ne pouvais que difficilement le congédier. C'était lui qui m'avait amené la jeune Tina, son élève, et il souhaitait désormais voir comment elle s'en tirait. Il voulait tout d'abord ne faire que passer, mais quand il nous trouva en petit comité, il décida, à mon léger embarras, de rester sur scène à mes côtés. Cependant, la répétition m'absorba tellement que j'en aurais oublié bien plus qu'un discret collègue qui, au demeurant, s'était retiré dans la première travée de scène. Je ne connais rien de plus beau que les premières répétitions, celles où manquent encore les décors, l'éclairage, les costumes et tout le tremblement, celles où le texte entre les meubles et les éléments mobiles jetés là au hasard prend place à travers le corps, la voix et le mouvement des acteurs. Le théâtre plongeait dans le silence, l'obscurité du cintre qui planait sur la scène à peine éclairée, les 2 jeunes acteurs qui abattaient plus de travail en une seule répétition que durant toutes les autres. Je me sentais si heureux, si serein, que je mis même mon collègue à contribution en discutant avec lui d'un passage que la petite ne jouait pas encore parfaitement à mon goût. À ce moment, venant de la salle, retentit une voix forte et tranchante. « Oh les mains !» Je me retournai en colère, persuadé d'avoir affaire à un mauvais plaisantin. Et je me figeai. De la première loge, côté jardin, 2 canons de revolver étaient pointés vers nous. Un inconnu en costume clair, à carreaux, serrait les armes dans ses mains. Je fis machinalement un pas vers lui pour mieux voir. « Arrière ! Je vous abats sans pitié. Oh les mains !» Je levai les mains. Le ton de la voix ne laissait aucun doute. L'inconnu était déterminé à mettre ses menaces à exécution. Avec une extraordinaire agilité, que je remarquai malgré mon trouble, il passa une jambe puis l'autre par-dessus la rambarde de la loge et, baissant un instant son revolver gauche, atterrit sur l'avant-scène en un léger saut. Reculez. Face à moi. J'obéis en faisant quelques pas en arrière et me rangeai près de Braque, qui, comme moi, levait les mains. Les enfants derrière nous, pauvre Tina, ne soufflaient mot et obéiraient également, bien que le mystérieux intrus ne semblât pas se préoccuper d'eux. Désolé. Mais tout ça, c'est de votre faute. Dit-il tourné vers moi et en baissant ses revolvers, bien que ses yeux restassent à l'affût. Je retrouvai alors assez de calme pour le dévisager. Un homme d'un âge incertain, 50 ans peut-être, certainement plus qu'il n'y paraissait, mais dont le visage trahissait sans aucun doute possible qu'il était de la maison. Quand toutes les voix sont condamnées par la bassesse et l'incompétence, il faut se frayer un chemin, à coups de revolver si nécessaire. Ne faites pas les idiots ! Poursuivit-il avec hâte et virulence. Cela fait longtemps que je guette une occasion. N'attendez aucune aide. C'est parti. Vous allez maintenant, tout de suite et sans délai, pouvoir constater que... Il me transperça d'un regard aux lueurs fanatiques. Vous avez devant vous le plus grand acteur de ce siècle. Attendez. Attendez, un petit changement de place. Oui, mettez-vous tous sur la rampe. Le metteur en scène à votre table. Et les genoux, là. Assis sur la boîte du souffleur. Nous suivions sans rien dire les indications de notre terrible metteur en scène. L'affaire était entendue. Il s'agissait d'un acteur raté. Un de ces avortés que la conviction d'avoir été mésestimé, et peut-être aussi la misère, avait poussé à ce geste désespéré. Cet homme allait nous débiter quelques rôles avec des trémolos pathétiques pour ensuite recueillir bien volontiers la confirmation tant attendue de son talent. Plus grand acteur du XXe siècle? Pourquoi pas? Le tout était encore de savoir ce qu'il exigerait de plus. Voilà. Merci à Pierre Zaoui qui s'est fait bravo. C'était ça le bouton. Bon, cette nouvelle peut paraître un petit peu anodine, mais quand on la lit jusqu'à la fin, l'histoire, c'est quand même un acteur ou un artiste plus ou moins raté qui prend d'assaut la scène par la force. Et au fur et à mesure de la nouvelle, on va se rendre compte que cet acteur cherche à s'arroger tous les rôles. Donc, assez rapidement, on comprend la métaphore plus ou moins.
Surtout qu'à la fin, il se fait désarmer alors qu'il est en train de dire une citation de Schiller, du Guillaume Tell de Schiller. Or, le Guillaume Tell de Schiller était la pièce préférée du Führer, pièce qu'il a fait interdite, je crois que c'est en 37 ou 38, je ne sais plus, tout simplement parce qu'il avait peur que ça donne de mauvaises idées aux Allemands, parce que c'est quand même l'histoire d'un tyrannicide. Plus il y a quelques coups de patte par rapport aux autres acteurs qui se sont fourvoyés avec le régime, comme Gustav Gründgens, puisque à la fin, il y a une petite référence à Gustav Gründgens, celui-là d'ailleurs, ce brave homme là, qui a joué dans M. le Maudit et qui après s'est complètement compromis avec le régime. Donc voilà. Ouais. Est-ce que toutes ces références-là, c'était des choses qui étaient... Parce que pour un lecteur français, moi je ne savais pas que c'était... Alors, le texte préféré, est-ce qu'à l'époque c'était des choses qui circulaient et qui étaient accessibles, tout à fait. Que tout le monde pouvait décrypter? Ouais. Alors, pour Guillaume Tell, oui, c'était difficile de ne pas savoir que c'était la pièce préférée du Führer. Parce qu'il y a eu une espèce de Schilleromania dans ces années-là, et grand renfort de publicité. Et on a su, et c'est après, en même temps, les exilés en France, aux États-Unis, se sont appropriés aussi cette figure de Guillaume Tell. C'est aussi un tyrannicide. Ensuite, c'est toujours la question de savoir si les lecteurs de cette époque comprenaient le sens caché, le sens subversif. Je peux vous dire oui. Tout simplement parce qu'il y a des témoignages d'époque, de libraires, de simples lecteurs ou d'auteurs qui disent oui, on comprenait, on était un petit peu monomaniaque, et justement c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait une telle pression, il y avait une telle oppression justement à cette époque-là, que les lecteurs ont gagné en acuité. La moindre référence, la moindre déviance était saisie. Et donc moi ce que je trouve passionnant personnellement, c'est de voir comment en fait le Troisième Reich a fait gagner en richesse ce genre populaire. Parce que les lecteurs étaient si contraints qu'ils nous accordaient un surplus de signification à ces œuvres. Et d'un point de vue plus personnel, je peux vous raconter une petite anecdote, c'est que à Berlin, j'ai demandé à ma copine d'aller m'acheter chez un bouquiniste, j'avais pas le temps, chez un bouquiniste, mon exemplaire personnel de l'œuvre de Koukov, à 8 €, et j'ai trouvé une dédicace à l'intérieur, non pas une dédicace de Koukov, mais un type qui offrait ça pour Noël, qui offrait ce roman de Koukov pour Noël à un de ses amis. Ces dédicaces m'avaient paru très très bizarres, parce que c'était pas Joyeux Noël, etc. C'était plutôt rien ne dure, rien n'est éternel, même le bonheur, rien ne dure, même la chance, etc. Donc super les vœux de Noël. Et en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était déjà la dédicace était écrite au crayon à papier, comme si c'était un petit peu dangereux. Et ensuite c'était une référence à Heinrich Heine, qui était un auteur haï des nazis, puisque juif, puisque républicain, etc. Et en fait, si on décryptait un petit peu ces dédicaces, ça signifiait tout simplement rien ne dure, même le Troisième Reich. Et la chance va finir par tourner. Tiens bon, donc en fait, quand on offrait le livre de Koukov, on l'offrait en disant on se comprend. Donc oui, c'était tout à fait compris à cette époque. Ce que tu nous as lu et ce que tu dis là, ça montre en fait que les crimis ont su se jouer des carcans officiels, quelles que soient les évolutions à travers la période nazie. Tu appelles ça il y a cette très belle expression qui est une sorte de contrebande littéraire. Là, on en a vu un exemple, il y a d'autres exemples de ça. Mais quand je parle de contrebande littéraire, c'est tout simplement comment... un contrebandier, tout simplement, c'est quelqu'un qui joue sur le terrain de l'ennemi. Et comment, en fait, on est d'accord, le Troisième Reich a le pouvoir, impose certaines restrictions, et on va développer, les auteurs déviants vont développer ce qu'on peut appeler des tactiques littéraires, c'est-à-dire, à partir de certains mots, à partir de certaines obligations contraintes, elles vont passer entre les lignes. Une chose très bête, c'est que officiellement, sous le Troisième Reich, le crime a disparu. C'est vrai. Bon, ce qui pose quelques problèmes quand on veut écrire un roman policier. Si le crime a disparu, ça commence à devenir difficile. Parmi les tactiques les plus usuelles, on va déplacer l'action à l'étranger.
ça, on va pouvoir montrer ce qui est pas forcément dissident. Hein. Ça prouve aussi que le Reich est entouré de peuples criminels dégénérés qui ne cherchent qu'à l'attaquer. Mais certains auteurs un petit peu plus taquins que d'autres vont faire ce qu'on peut appeler des crimis épistolaires. Des crimis épistolaires, c'est-à-dire des crimis où le criminel va envoyer une lettre au commissaire pour lui avouer son crime. Ça, c'est déjà intéressant parce que c'est un aveu spontané donc, qui reconnaît la puissance du commissaire, mais en même temps, ça veut dire bon, vous m'avez eu. Enfin, vous ne m'avez pas eu plutôt. Si j'arrive encore à vous écrire, vous ne m'avez pas eu. En plus, ça donne une parole au criminel, alors qu'on a dit tout à l'heure que c'était pas du tout... Enfin, normalement, le criminel n'a pas le droit à la parole. Je vais vous lire un petit passage d'un autre écrivain que j'ai découvert un petit peu par hasard. Enfin, je le connaissais de mes années de thèse, mais j'avais pas grand-chose sur lui. Il s'appelle Michael Zwick. Il a écrit, en fait, entre 33 et 35, 20 crimis. Donc, prolixe. Hein. Et après 35, rien. Et vraiment rien. Je ne sais pas pourquoi. Et peut-être 2-3 mois avant de remettre mon manuscrit à Anacarsis, j'ai découvert dans les archives un papier qui m'expliquait pourquoi. C'est que ce type était juif. Selon les lois de Nuremberg, il était 100% juif. Donc à partir de 35, plus le droit d'écrire. Il a quand même écrit 20 crimis entre-temps. Et ce qui est génial, c'est que ses œuvres étaient aimées du public, donc jusqu'en 38, et on continue de les vendre. Il y avait des libraires qui étaient complètement nazis, qui se prenaient des rappels à l'ordre par le parti, parce qu'ils continuaient de vendre ça. Et si on considère en fait que Michael Zwick était juif, qu'il subissait de plein fouet la répression, on peut lire cette espèce de crimi épistolaire dont je vais vous lire le début, d'une manière assez intéressante. Donc c'est un criminel qui écrit un commissaire, enfin un préfet. Une mauvaise ouais, conscience ça tranquille. s'appelle une mauvaise conscience tranquille. Cher monsieur le préfet de police, maintenant que je suis en parfaite sécurité, maintenant que mer, Mons et Vaux nous séparent, je puis me permettre de vous parler franchement car je vous suis désormais inaccessible. Ne vous donnez pas la peine de me poursuivre à partir du timbre collé sur cette enveloppe. Au moment où j'écris, vous ne recevrez ces lignes que dans 8 jours. Il me reste donc assez de temps pour sortir du champ de votre œil policier, si perçant par ailleurs. Ne cherchez pas à me rejoindre, ce serait une regrettable perte de temps. Et maintenant, permettez que je me confesse. C'est encore le seul moyen de régler à bon compte le solde de ma conscience. Le 28 juin 1927, Walter Sturm a été retrouvé pendu à son domicile, 6 Bismarckstraße. Sur sa poitrine avait été accrochée, à l'aigle d'une épingle à cravate, une note qui, comme l'ont démontré sans conteste les expertises juridiques, avait été rédigée de sa main. Je cite : « Nul autre que moi-même n'est responsable de ma mort. Je suis fatigué de la vie et, depuis longtemps déjà, je songe à franchir ce dernier pas. Signé Walter Sturm. » Dans la poche du mort fut trouvée la clé de sa chambre et la police supposa tout naturellement qu'il s'était enfermé, afin que personne ne le délivre prématurément de son collet. Son chapeau était accroché à la poignée de la porte, obstruant la serrure, ce qui a été fort logiquement interprété comme une précaution à l'encontre des regards indiscrets. Comme vous le voyez, tout avait été préalablement conçu, planifié et exécuté le plus soigneusement du monde. Et maintenant que ce cas de suicide pourrit depuis longtemps dans vos archives, je vais vous confesser toute la vérité. Ce n'était pas un suicide. J'ai assassiné Walter Sturm. Pour le détail aussi, plus tard là dans la nouvelle, il explique que Walter Sturm a été un type qui a spolié ses parents et qui les a acculés à la ruine, puis à la mort. Sturm n'est bien sûr pas un nom anodin, puisque c'est Sturm en allemand, c'est la tempête, l'assaut. Bon, les SA c'était les Sturmabteilung. Der Stürmer c'était le torchon antisémite, enfin le journal vraisemblablement le plus antisémite du Troisième Reich, de Julius Streicher. Donc, si on lit entre les lignes, c'est tout simplement quelqu'un qui revient d'exil aux États-Unis pour tuer Der Stürmer. En plus, il dit très clairement dans la nouvelle que c'était une vengeance de sang qu'il accomplit. Donc tout ça, c'est en 1934. Après, je ne sais pas ce qu'il arrive, à part jusqu'en 41, je ne sais pas. J'ai suivi Zwick jusqu'en 1941, il est resté à Berlin. Après 41,
je ne sais pas. Je sais qu'il était encore dans le collimateur de la police en 1941. Et après, je n'ai pas trouvé de traces de lui, donc je suis assez pessimiste sur ce qui lui est arrivé, mais j'ai cherché dans les listes de déportation, dans les listes des camps d'extermination, dans les listes de toutes les listes possibles et imaginables, rien du tout, donc je suis pessimiste, j'aimerais bien être un petit peu optimiste, peut-être qu'il est passé entre les mailles, mais bon, voilà.